Rachid Ali Yahya, qui est un personnage du combat nationaliste berbériste, qui est j'allais presque dire un morceau d'histoire à lui tout seul. Il nous vient avec deux livres, Réflexions sur la langue arabe classique, publié chez Hachab, et sur la question nationale en Algérie, publié aussi aux éditions Hachab. Mais c'est autant pour ces livres que sur ce qu'il a à nous dire sur l'évolution de l'idée berbère dans le mouvement national depuis 1949, dont il est un des acteurs jusqu'à maintenant, avec tout ce qu'on connaît. Alors, je vais essayer de tracer très rapidement sa biographie. Je me suis basé sur la biographie de Tahar Djeroud, qui est, je crois, dans la salle. Oui. Alors, vous êtes né le 29 janvier 28 à Borj Menaïl, parce que votre père, qui était enseignant, était à ce moment-là, finissait, je crois, sa carrière à Borj Menaïl. Vous avez fait des études primaires à Taqa, Douar Yahya, à El Hammam, qui est un village qui n'est pas très loin de Mkharda, votre village d'origine de votre famille. Alors vous avez fait vos études secondaires au lycée de Ben Aknoun, puis au grand lycée d'Alger. Vous avez été interdit de séjour par décision de justice dans les grandes villes d'Algérie et de France, ce qui vous a poussé à vous inscrire à la faculté de droit de Dijon en France, où vous n'avez pas pu vous présenter à la dernière année de licence parce que c'était l'année où le GEMA appelait à la grève des étudiants algériens, donc vous avez suivi. Alors, quand vos études se sont terminées, vous êtes inscrit au bureau national, au barreau national à Alger, où vous avez exercé quelques années. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite et vous bénéficiez du titre d'avocat honoraire que le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris a bien voulu vous conférer. Alors, votre vie politique, qui est peut-être plus importante que votre vie professionnelle, vous l'avez commencé très jeune, en militant au sein du PPA, Parti du peuple algérien, dont vous partagiez les objectifs. Vos activités de l'époque, des débuts, si j'ose dire, c'était surtout au lycée Alger, puis en Kabylie. Et c'est dans ce combat-là que vous allez connaître des personnes dont j'espère que vous allez nous parler, des personnages comme Ali Lahimesh ou Ali Bennaï, qui étaient les responsables du PPA en Kabylie, qui vont être eux aussi des acteurs importants de cette histoire. Alors, vous entrez en clandestinité en 1948 et vous trouvez en présence de Wali Bennaï et Amarul Hamouda, un autre personnage important dans la genèse de toute cette histoire. Alors, un des éléments aussi importants dans votre parcours militant, c'est d'avoir été envoyé en France pour consolider la fédération du PPA-MTLD, qui était en pleine déliquescence à l'époque. Et vous êtes, dans l'histoire de cette fédération, le seul responsable qui a été élu. Parce que je sache, parce que tous les autres ont été désignés. Donc vous êtes le seul à avoir été réellement avoir été l'émanation de la base. Alors pendant la guerre de libération, vous militez pour l'indépendance, mais tout en militant contre l'influence arabo-islamique qui parcourait le mouvement national. Alors, à l'indépendance, je vais un peu vite, mais s'il y a des choses que vous voulez ajouter tout à l'heure, à l'indépendance, vous êtes plutôt hostile au projet d'insurrection armée de la Kabylie. Je vous poserai la question plus tard, pourquoi, c'est une des questions que je voudrais vous poser. Et puis, en 1976, vous créez le Front uni de l'Algérie algérienne, dont les fondements sont résumés par le manifeste de l'Algérie algérienne, suivi d'autres documents dont vous êtes l'auteur. Et en 2002, vous créez
le Rassemblement pour une Algérie algérienne fédérale en remplacement du Front uni de l'Algérie. Alors, je vais m'en arrêter là, hein, dans cette brève présentation de votre biographie. J'ajouterai juste que toutes les étapes que je viens de tracer un peu de votre parcours sont animées de la même idée, celle d'une Algérie algérienne qui ne soit pas arabo-musulmane et qui repose sur des racines berbères. Et c'est aussi l'objet de votre travail théorique, puisque les deux livres pour lesquels nous vous invitons aujourd'hui portent sur ça. Alors voilà, donc je vous donne la parole. Et la première chose à vous demander, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que je viens de dire de votre... Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et pour les aimables propos que vous avez tenus à mon endroit. Ils ne sont peut-être pas tout à fait mérités. Je suis un petit peu fatigué, hein. J'étais malade ces 48 heures derniers. Ça doit certainement s'en ressentir. Mais enfin, je pense qu'au fur et à mesure des débats qui vont se dérouler, j'irai de mieux en mieux. Alors oui, ce que je tenais à dire, le point sur lequel je tenais à m'appesantir, c'est le fait que le mouvement national algérien, ou nationaliste comme on vient de le dire, a eu une orientation arabe depuis sa naissance. Avec l'étoile nord-africaine, ne serait-ce que parce que elle s'appelait l'étoile nord-africaine, on pouvait se demander si l'orientation initiale ne pouvait pas connaître des approfondissements qui soient authentiquement algériens, authentiquement nord-africains. Il faut savoir que l'étoile nord-africaine a été une création, elle a été créée grâce à l'aide des syndicalistes français et de la Troisième Internationale qui l'ont grandement influencé. Or, la question nationale a été profondément étudiée par les théoriciens, les grands théoriciens marxistes, léninistes et staliniens. C'était ça la Troisième Internationale. Les thèses premières, c'était les thèses de Marx qui ont été développées par la suite par Lénine et plus tard développées avec l'accord de Lénine par Staline. Et les positions sont très nettes. La question nationale est franchement nationale. Elle repose sur les données franchement nationales. Quelles sont les données franchement nationales en Afrique du Nord ou en Algérie? Le territoire, évidemment, on le connaît. La culture, elle doit être spécifiquement du pays. Les langues doivent être spécifiquement du pays. Ce ne sont pas des langues qui nous viennent de l'extérieur. La langue française n'a jamais été notre langue nationale, mais c'est une langue de travail. La langue arabe classique n'a jamais été une langue nationale dans notre pays. Je vous précise qu'elle n'a été une langue nationale nulle part. Qu'est-ce qu'on appelle une langue nationale? Une langue nationale, c'est une langue qui est parlée par toute la nation, par toute la communauté nationale, quel que soit l'âge, le sexe de la personne. Tout le monde doit parler cette langue. Et quelles sont les langues qui existaient alors en Algérie et plus largement en Afrique du Nord? C'était l'arabe nord-africain, en Algérie l'arabe algérien, et c'était également la langue berbère. Eh bien, on pouvait dire que l'histoire a peut-être un peu hésité à cette période-là, mais assez vite. Il y a eu des différences qui sont nées avec la Troisième Internationale, avec le Parti communiste français, et une évolution de plus en plus arabe s'est affirmée. Pardon, il faudra parler vraiment dans le micro parce que là-haut ils n'entendent pas, hein, parce qu'il y a une transmission pour... Et l'évolution s'est faite de manière progressive en faveur de l'arabisme. En réalité, dès le départ, il était question de la langue arabe classique comme langue nationale. Et lorsqu'on parlait de culture, c'était une culture arabe, un point et c'est tout. Donc, encore une fois, on pouvait dire qu'à un certain moment, l'histoire a hésité, mais très vite, il y a une évolution favorable à l'arabisme. Alors, je passerai très vite sur cette question-là. L'étoile nord-africaine ne l'a pas été de manière vraiment foncière, disons de manière telle qu'elle étouffe tout le reste, mais enfin,
elle était engagée dans cette voie, et à partir d'un certain moment, à l'époque même de l'étoile nord-africaine, sur sa fin, eh bien, l'arabisme a totalement triomphé dans ce mouvement. Il y a eu des contacts qui ont été pris avec des gens du Moyen-Orient, je pense notamment à Sheikh Barslan. Il y a eu une réunion importante qui s'est tenue en Suisse. Eh bien, les Algériens ont participé, Messali a participé, il n'y a pas que Messali, d'autres encore ont participé, y compris des éléments de notre région. Ils étaient favorables donc à l'arabisme, et depuis, il n'a plus été question pratiquement d'Afrique du Nord, il a été davantage question de Maghreb. Il y a une politique de maghrébisation qui a remplacé celle de la nord-africanisation. Et ça a été plus loin. En ce qui nous concerne, notre groupe dont Ansgar a parlé, nous étions aussi nous étions au sein du PPA, nous avions partagé les convictions du PPA. Moi j'étais très jeune, c'est vrai, mais les autres aussi étaient jeunes. Laïmesh était jeune, Ammar était jeune. Il ne faut pas oublier qu'Laïmesh est mort à l'âge de 21 ans. Siouali était un peu plus âgé que nous, Bneiwari était un peu plus âgé que nous, mais on était tous partisans de l'Algérie arabe. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est petit à petit, à force de nous documenter, de réfléchir, de prendre un certain nombre de contacts. Moi, le premier contact que j'ai eu avec Messali, ça a été une déception totale. J'avais chapeauté une délégation des lycéens pour lui rendre visite lorsqu'il était rentré à Bozarea. J'ai dit quelques mots en réponse, je me souviens. Il a été calme pendant peut-être 30 secondes, puis il s'est mis à s'envoler. Je me suis dit où il va partir. Visiblement, ce n'est pas une pensée qui a résonné, ce n'est pas une pensée nationale, c'est du sentiment. C'est flamboyant. C'était quelle année? C'était en 45. C'était en 45. Bon, c'était beau. Maintenant, il faut dire que si Messali l'avait emporté, s'il l'a emporté, c'est grâce aux Kabyles, il ne faut pas l'oublier, ce sont les Kabyles qui l'ont placé. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Kabyles ont pris conscience de leur berbérité depuis longtemps. Non, c'est les plus acharnés partisans de l'Algérie arabe, y compris pendant la crise berbère. C'est les plus acharnés, les plus partisans de l'Algérie arabe. Ça dominait très largement, et en Kabylie peut-être davantage que les autres régions. La plupart des militants qui ont existé dans l'étoile nord-africaine, comme dans le PPA, c'était généralement des Kabyles. C'était les plus avancés, ils étaient plus nombreux du reste ici en France. Et en Algérie également, ils étaient plus nombreux. Mais ils étaient victimes d'aliénation nationale. C'est un des thèmes que j'ai développé dans mes idées, dans mes travaux. Ils étaient victimes de l'aliénation nationale et ils se considéraient comme étant arabes. C'était vraiment des arabes. Nous avons commencé à prendre conscience certaines orientations, certaines décisions qui ont été prises par la direction du PPA ne nous convenaient pas, nous avaient étonnés. C'était l'époque de l'ordre et du contrôle, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Après les événements de Guelma, de Sétif, la décision a été prise d'engager une insurrection, puis un contrôle a été donné la veille de l'insurrection, et à certains endroits, elle a été de rester déclenchée. Bon, on s'est dit, ces gens-là ne sont pas à la hauteur, et on s'est mis à réfléchir de par nous-mêmes. Et ça nous a conduit à prendre une orientation, petit à petit, une orientation différente. Alors, dans certains ouvrages d'histoire, on a beaucoup mis en évidence la personnalité de Rachid Alifia. Je ne suis pas la personnalité fondamentale dans ce courant-là. La personnalité fondamentale, je tiens à le dire, je tiens à le souligner, c'est Laïmesh Ali. C'est lui qui est au centre de tout cela. C'est lui qui est au départ de tout cela. Je peux me permettre de dire que si Laïmesh Ali n'a pas existé, eh bien, peut-être que, au moins pendant une certaine période, j'aurais eu une orientation différente. C'est-à-dire, j'aurais continué à m'orienter dans cette voie que j'avais adoptée initialement, à savoir la voie de l'Algérie arabe. En tous les cas, peut-être que ma conscience berbère ne se sera pas suffisamment affirmée, quoiqu'elle était déjà quand même naissante. La personnalité centrale, la personnalité dominante, c'est Laïmesh Ali. Laïmesh Ali n'a rien écrit. Il n'a rien écrit. Mais c'était parmi nous incontestablement l'élément le plus cultivé. L'élément qui voyait clair,
l'élément le plus profond. Je vais vous raconter une petite histoire. On avait parlé de... lorsqu'on avait discuté, lorsqu'ils étaient venus pour me décider à m'engager dans cette voie, là, MHPI et puis Siwali, celui qui a écrit l'histoire du Georgia, comment il s'appelle? Alors, Boniface, je m'excuse, je n'ai pas la mémoire des noms, il faut m'aider, toi tu dois y penser. Hein? Mais enfin, je pense que je savais. Il m'a dit, tu as lu Boniface? J'ai dit oui. J'ai dit, mais Boniface est un traître. Il me dit, comment ça se fait? Je dis, écoute, hein, il parle de la mission civilisatrice de la France dans son livre, mais elle ne peut tenir un tel langage qu'un traître. Il me dit, mais voyons réfléchir un petit peu. En son temps, est-ce qu'il peut tenir un autre langage? Il faut regarder les choses en profondeur. Il faut casser l'os pour voir la moelle qu'il y a dedans. C'est incontestablement un berbériste. C'est un de nos premiers historiens qui s'est engagé dans cette voie. C'est vous dire que déjà lui, le niveau de conscience qu'il avait, la profondeur de pensée qu'il avait, alors que nous à l'époque, eh bien, nous étions encore quand même superficiels. Il est mort, malheureusement la mort nous l'a ravi très tôt. Il était chez moi 8 à 10 jours avant sa mort. Il était malade. Je me souviens, je lui ai dit, reste, tu vas te reposer. On devait partir chacun dans sa direction pour faire notre travail. Je lui ai dit, écoute, ton travail, on va le faire, reste. Tu as besoin de te reposer. Il me dit, non, je vais y aller, je vais faire mon travail. Je me souviens, je l'ai interpellé. Voilà les mots que je lui ai dit, les derniers mots que je lui ai dit. Mais dis donc, tu te crois indispensable, non? Voilà les derniers mots que je lui ai dit. Il m'a regardé, il a souri, et il est parti. 8 à 10 jours après, le responsable du PPR, c'était Itoudria, à Michelet, s'est mis en rapport avec moi pour me dire qu'il est mort. C'était en 46, au mois d'août en 46, et il nous a quittés. Les premiers temps, on était vraiment dégoûtés. Nous étions vraiment des orphelins. On ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire. On a perdu l'homme qui nous dirigeait. C'était un orateur d'une puissance exceptionnelle. Orateur d'une puissance exceptionnelle, à la fois dans la langue berbère que dans la langue française. J'ai oublié de vous dire qu'en ce qui me concerne, je suis absolument incapable de vous faire un exposé en langue berbère. C'est une chose que je regrette profondément. Mais enfin, moi, c'est un peu la partie ancienne. J'espère que les nouvelles générations feront leurs conférences et s'adresseront aux gens de chez nous dans la langue qui est la leur, les arabophones en arabe algérien et les berbères dans la langue berbère. C'est un peu votre travail. Alors je tenais à mettre en évidence la personnalité de l'AIMH, qui est la personnalité centrale. Évidemment, il y a également Benay Walia. Benay Walia, ils vivent ensemble, ils sont interchangeables, ils ont constamment travaillé ensemble, ils sont constamment trouvés ensemble. L'un, évidemment, intellectuellement, est beaucoup plus avancé, l'autre avec un énorme bon sens, un très grand courage. C'est un meneur d'homme. Siwali, c'était un meneur d'homme. Il l'a remplacé, je ne dirais pas de manière avantageuse, mais enfin, après la mort de l'AIMH, c'est lui qui a joué un rôle fondamental. Alors ces précisions, je tenais à vous les donner. Je tenais à dire également quelques mots en ce qui concerne Ammar Ould Hamouda. Vous savez, Ammar Ould Hamouda, c'est un homme qui est incapable d'un mensonge. Absolument incapable. S'il a commis une faute, il l'a dit. Il la reconnaît. Nous étions peut-être un peu fiers. On peut taire un certain nombre d'erreurs que nous avons commises, un certain nombre de fautes que nous avons faites. Lui, il dit tout. Lorsque j'ai parlé de lui, je suis vendu que c'est de l'eau de roche. Voilà les hommes qui ont été les fondateurs. Permettez-moi de dire que j'étais avec eux. Mais enfin, je tiens à souligner l'apport de ces trois parce qu'il a été déterminant. Moi, j'ai été avec eux, c'est vrai. Peut-être que par la suite, j'ai tenu à être un homme actif, parce que je pense que je l'ai été. Dans la Fédération de France, il y a eu des situations très difficiles. La crise berbère, elle a commencé ici en France. Vous savez, nous avons connu des moments très difficiles. Mais enfin, j'ai considéré également que le côté pensée est un côté excessivement important et je tenais à y réfléchir. Mais déjà en Algérie, avant de venir en France, après la mort de l'AIMH, un certain nombre d'amis développaient des idées qui n'étaient pas tout à fait concordantes
L'intérêt a eu des intérêts, il y a eu d'autres adia. La pensée berbère n'était pas une pensée organisée, elle n'était pas encadrée. Je me souviens, j'ai dit à Sewale, à Amar, il faudra qu'on se rencontre pour qu'on définisse un cadre précis, parce que là, ça ne peut pas aller, c'est l'anarchie qui est en train de se développer. Et c'est là qu'il y a eu la fameuse réunion de Harous. La fameuse réunion de Harous. On s'est retrouvés, il y avait un noyau de militants engagés, mais il y avait également des sympathisants, qui étaient simplement des sympathisants, mais gagnés à nos idées. En août 48, c'est ça. Ah non, pardon. Non, c'est pas en août 48, parce que moi je suis parti le 20 août, un petit peu avant. Ramadan. Pour retrouver la date comme ça. Alors on s'était retrouvés à Arros, bon, on avait défini un certain nombre de points, et il y avait la définition, le problème de la nation qui était posé, et là il y avait des divergences sérieuses. Quoi qu'étant le plus jeune, c'était, je tenais sur ces questions-là à être ferme, oui, à être intransigeant, et la discussion n'a pas pu trancher, et on m'a chargé de rapporter sur la question nationale, et j'ai rapporté sur la question nationale, là, c'est au mois d'août. C'est au mois d'août et c'est à Alger. Là, il n'y avait que quelques éléments très limités, qui sont des éléments qui sont totalement engagés. J'avais développé mes idées, et elle était centrée. Le pivot, c'était l'Algérie algérienne. C'était les langues algériennes, par opposition à l'Algérie arabe, et par opposition à la langue arabe classique. Voilà, pour l'essentiel, le cadre que nous avions défini, et culture algérienne par opposition à la culture arabe qui était envahissante et qui continue d'ailleurs à être envahissante actuellement. Voilà. Et puis je suis venu ici en France, je crois qu'il en a parlé, il y a eu une crise très sérieuse, ça a commencé ici. Je ne m'étendrai pas davantage. Je tenais surtout à mettre en évidence les personnalités de Laïm Achari, qui n'a pas écrit, mais vous savez, de grandes personnalités dans le passé n'ont pas écrit, mais ont joué un très grand rôle. Socrate n'a rien écrit. Jésus n'a rien écrit. C'est Platon qui a écrit pour Socrate, qui nous a révélé la pensée de Socrate. Pour Jésus, ce sont ses disciples qui, petit à petit, se sont mis à travailler les questions fondamentales. Bouddha, c'est exactement la même chose en ce qui concerne Bouddha. Bouddha a parlé, mais Bouddha n'a rien écrit. Ce sont les disciples qui ont écrit. Je dis cela, je ne veux pas dire que Laïm Achari de la trempe de Jésus, de la trempe de Socrate ou de la trempe de Bouddha, c'est une personnalité très forte. Je tiens donc à rétablir l'histoire de ce côté-là. Ce n'est pas Rachid Ali Yahya qui est l'initiateur de cette lutte. L'initiateur fondamental, c'est Laïm Achari, et évidemment en groupe avec Amar al-Hamouda, Ben Ali et Rachid Ali Yahya. Si tu permets, justement, je voulais préciser que Hans Ali, qui co-anime avec moi cette conférence, est un peu à l'origine de cette conférence, puisque il tenait à ce qu'on puisse discuter avec Rachid Ali Yahya, parce qu'effectivement, ça manque un peu dans le programme de l'ACB. Voilà, donc il intervient quand il veut, comme il veut. Alors, vous posez les questions que vous voudrez. Enfin, je m'excuse de ne pas parler. Vous posez les questions que vous voudrez, je suis là pour vous répondre. Voilà, j'espère que petit à petit, je reprendrai mes forces. Alors, on va vous poser quelques questions, un des mois, puis après, on va donner la parole au bout d'un moment. Alors, il y a quelques temps de cela, je crois que c'était en 1999, ici à l'ACB, on a organisé un colloque qui s'appelait 50 ans d'une Algérie laïque, plurielle et laïque, me semble-t-il. C'était en référence à 1949. Alors, événement de 1949, où je crois que tout le monde s'accorde à dire que tu as joué un rôle de premier plan. Aujourd'hui, c'est les 50 ans de l'Algérie indépendante que l'on célèbre, et c'est une Algérie qui n'est ni plurielle ni laïque. Et le bilan, il est malheureusement là. Alors, sur cette période de 1949, quand on lit les livres d'histoire, et notamment les acteurs et les témoins de l'époque, tous n'en ont pas la même lecture.
Par exemple, si on se réfère à quelqu'un que tout le monde connaît ici, il dit, en l'occurrence Mohamed Harbi, il dit qu'à la crise de 1949, son issue en tout cas, a annihilé tous les espoirs de voir le mouvement national être posé dans un contexte qui ne soit pas religieux. Donc c'est une interprétation qu'il propose. D'autres disent que la crise de 1949 est liée à un problème organique et que cette question de Mervel était un prétexte qui a été pris pour organiser un limogeage de certaines personnes qu'on voulait écarter. D'autres, enfin, mettent en avant, comme fait un peu Asremdorf dans son survol, cette question culturelle et identitaire qui a été à l'origine de cette crise, puisque ça a remis en cause effectivement le schéma de l'Algérie arabe, exclusivement arabo-musulmane, qui était prôné au niveau de la direction. Alors nous allons revenir sans doute en détail sur l'aboutissement, sur disons, la genèse de cette crise, mais déjà cette interprétation, quelle est la tienne? Quelle lecture tu fais avec le recul aujourd'hui, pas seulement en tant qu'acteur, hein? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, la pensée dominante de manière absolue, c'était la pensée arabe. L'orientation était fondamentalement arabe. C'était surtout à partir de 1935, oui, c'était une orientation pan-arabe. C'est vraiment une arabe et pan-arabe. Elle s'était affirmée. Petit à petit, ça nous a choqués. Moi, je commençais à lire un petit peu toute une série d'ouvrages d'histoire. C'est ce qu'a fait l'AIMH également. Il a été plus loin. Déjà, lui, les grands sociologues et les grands philosophes, il les a consultés. Moi, par la suite, également. Mais enfin, le mouvement, petit à petit, s'est concrétisé uniquement sur la question nationale. Il n'y a pas eu de question de personne. Il n'y a jamais eu de question de personne. C'était une orientation différente, mais c'est une orientation naissante, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais recherché à ce moment-là, et je travaillais souvent avec Ammar, je le dis en passant. J'ai dit à Siwali, moi je ne travaillerai plus avec Ammar. Il me dit pourquoi? Je dis écoute, aujourd'hui il fait 50 km, demain il fait 60 km, après demain il fait 100 km, moi je ne peux pas tenir. Mais effectivement, il est infatigable. C'est un homme qui est absolument dévoué, mais alors vraiment, c'est le sacrifice total. Qu'est-ce que vous voyez mon âge? L'idée, c'était l'interprétation de la crise de 40 ans. Oui. Le problème qui s'est posé à nous, c'est un problème d'identité. C'est plus que ça. C'est un problème de libération nationale en réalité. Je n'aime pas trop lorsqu'on parle d'identité nationale. Je pense qu'on restreint le terrain qui nous concerne. Ce n'est pas simplement une question d'identité, c'est une question de libération. On a pris conscience que l'arabisme et le panarabisme, ce n'est pas la libération du pays. On commençait à prendre conscience. Il est évident que nos idées n'étaient pas approfondies. Elles n'étaient pas d'une très grande clarté, mais c'était notre orientation. C'était une orientation différente de celle du PPA à l'époque, et qui est restée du reste jusqu'à la fin, celle du PPA, qui est celle du FLN par la suite. C'est uniquement cette considération qui a été au centre de notre action. Alors, des interprétations de choses comment il s'appelle, du benveliste Harbi. Harbi, il faut le connaître. C'est un malhonnête intellectuel. C'est un politicien, un petit politicien qui a voulu se donner de grands habits d'historien. Maintenant, d'ailleurs, on commence à connaître sa nature véritable. Il a été l'objet de dénonciations qui sont quand même assez graves. Notre mouvement à l'époque, il ne pouvait pas avoir une expression très grande. Il était naissant. On ne nous a pas laissé développer nos idées, et on les développait dans une extrême clandestinité. Et à la fois du côté des Français que du côté de la direction du PPA, il ne faut pas l'oublier. Et nous avons des Kabyles qui étaient engagés dans la voie de l'arabisme. Il fallait faire attention à tout cela.
On a travaillé donc de manière très discrète, très clandestine. Lorsque ça a éclaté, moi, lorsque j'ai tout fait pour éviter que la chose éclate, l'initiative de la crise berbère ne nous appartenait pas, ne m'appartenait pas. C'est la direction du parti qui a considéré que les idées commençaient à se développer, que ces idées constituaient un danger, qu'il fallait donc réagir vite. Et ils ont réagi vite. Bon, ici, en France, nous avons pu constituer des forces et nous avons tenu. Ils ne nous ont pas vaincus, ils ont essayé de nous attaquer et ils ont échoué. Et petit à petit, une sorte de paix a été réalisée entre nous. Mais enfin, il ne faut pas oublier, y compris parmi les Kabyles, la pensée arabe était nettement dominante. En Algérie, qu'est-ce qui s'est produit? Siwali a été arrêté, comme par hasard. Il est resté pendant combien de temps clandestin? Il n'a pas été arrêté. Juste lorsqu'il a été question de la crise berbère, il a été arrêté. Ammar Hamouda, c'est également la même chose. Et d'autres encore. Nos cadres en Kabylie ont été arrêtés. Ils ont été donnés. Même ceux qui ne partageaient pas nos idées. C'est le cas de se dire qu'ils ne partageaient pas nos idées. Ils ont été arrêtés parce qu'on les soupçonnait. Ils n'ont pas été arrêtés dans le passé, mais comme par hasard. Ils ont été donnés en réalité. Ils ont été... Évidemment, la résistance n'a pas été celle à laquelle on s'attendait. Si Ammar était toujours libre de ses mouvements, s'il n'était pas arrêté, et surtout si Siwali, qui est un entraîneur d'hommes, une autorité morale très grande en Kabylie, s'il n'était pas arrêté, le mouvement aurait tenu également en Algérie. Malheureusement, il a été arrêté. Ce qui fait qu'on a été réduit en Algérie assez facilement. Mais de toutes les manières, nous ne pouvions pas constituer une force très grande. Alors, tout à l'heure, notre ami Arskhim a parlé du début des événements, moi, de ma condamnation à 2 années d'interdiction de séjour. J'ai été condamné à 1 an de prison et à 2 années d'interdiction de séjour. Alors, l'année de prison passée, les 2 années d'interdiction terminées, je suis rentré en Algérie pour voir ma famille, évidemment, pour reprendre contact avec mes amis, et les événements ont été déclenchés. On s'est retrouvés, Siwali et Ammar, dans un restaurant. J'ai oublié le nom du restaurateur, il a été assassiné lui aussi en tant que berbériste. C'est ça. Il a été assassiné lui aussi en tant que berbériste. On s'est retrouvés là-bas et on a posé la question, faut-il lancer un mouvement ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ma position, c'était la position suivante. J'ai dit, c'est prématuré actuellement. Avant, si on pouvait le faire, on l'aurait fait. Mais maintenant, c'est prématuré. Parce qu'un mouvement est déclenché, il a les faveurs du peuple. Qu'est-ce que ça donnera? On ne sait pas. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va échouer? On ne sait pas. Mais enfin, dans l'immédiat, c'est aventureux d'engager quelque chose. On attendra. Si le mouvement connaît un développement, on adhérera au mouvement. S'il échoue, eh bien à ce moment-là, on lancera notre mouvement. Mais j'ai précisé ceci, j'ai dit, si le mouvement insurrectionnel se développe et qu'on ne peut pas faire autrement pour apporter notre contribution que de rejoindre nous-mêmes ce mouvement général, à 3, nous n'avons pas le droit de cacher nos idées. Nous sommes connus comme étant des porteurs de la berbérité, nous n'avons pas le droit de taire nos convictions. En tous les cas, c'est le comportement que j'ai eu. On s'est séparés, moi je suis parti en France, eux ils sont restés ici en Algérie. C'est la position que j'ai développée. J'ai apporté ma contribution au sein du FLN, mais j'ai constamment gardé mes idées et ça m'a exposé plusieurs fois à la mort. Je n'insisterai pas sur ce point. Mais enfin, si je suis vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est parce qu'au départ, le mouvement qui a été lancé en France a été lancé par des amis à nous. Et pendant longtemps, c'était nos amis qui dominaient. Et par la suite, il y a eu, avec Boudaoud et d'autres qui ont organisé plus sérieusement la maison, il y a Bouaziz, qui est responsable des groupes chocs, qui était un de nos partisans. Il m'a protégé de manière totale. Boudaoud, qui était un de nos adversaires, en 1949, il m'a protégé. Sans lui, je serais mort. En tous les cas, il m'a protégé. Quelle en est la raison? Je l'ignore. J'ai toujours dit à mes amis, interrogez-le. Mais enfin, il m'a protégé. Maintenant, à l'échelle de Paris, la plupart des responsables étaient gagnés à nos idées.
mais pas tous bien sûr, et c'est pour ça que j'ai été exposé plus d'une fois à la mort, mais enfin passons. Moi j'ai eu la chance d'échapper, mais en ce qui concerne Siwali, Amar Hamda, et combien d'autres, combien de nos partisans qui sont partis en Algérie, ils sont tous morts, certains sous les balles de l'ennemi, mais pas énormément. La plupart ont été tués comme des chiens, comme des traîtres. Et c'est le cas d'Amar Hamda. Est-ce que vous savez qu'Amar Hamda n'a pas de tombe? Il a été tué, jeté au chakra. Et c'est le cas de Mbarket Mengler et d'un médecin qui est venu d'Oran, qui est monté à la montagne avec eux. Alors je passe très vite un petit peu sur cela. Si vous allez, vous savez ce qui lui est arrivé. Il a été également assassiné. Juste à propos d'Ammar Hamda, je suis allé au lycée de Benaknoun où il y a la liste des élèves, des anciens élèves qui ont été tués pendant la guerre. Il y a en particulier le nom d'Ali Laimesh, mais il n'y a pas le nom d'Ammar Hamda. Il ne figure pas parmi les gens qui sont... Laimesh est mort à une période où les choses n'ont pas éclaté. C'est à l'époque où on travaillait dans une totale clandestinité. Et à sa mort, il y a eu... son enterrement a été un immense événement à Tesserache. Les gens sont venus de partout. Également d'Alger, la direction, c'était l'Ahoul qui était venu d'Alger. La direction du PPA était également venue. À l'époque, on ne connaissait pas ces idées. Et même, permettez-moi de dire, Aïd Ahmed, un temps, parce qu'il ne savait pas qui était Laimesh, eh bien, a essayé de s'approprier Laimesh, il a invité sa mère, etc., etc. Et c'est plus tard qu'il a pris ses distances avec lui lorsqu'il a appris quelle était la réelle personnalité de Laimesh Ali. Maintenant, ce qui concerne cet historien dont je vous ai parlé, c'est une personnalité douteuse. Vous savez qu'il a dit qu'il s'est enfui de la prison. Comment voulez-vous qu'un homme comme lui puisse quitter la prison, se sauver de la prison, comme Ahmed d'ailleurs? Est-ce que c'est possible? En tous les cas, il y a un certain nombre de révélations qui sont faites actuellement, et bien c'est Pastamillah qui a permis son évasion. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est resté l'homme de Ben Bella. Et ici, en France, je crois qu'il peut vous en parler davantage que moi, ici, en France, quel a été son travail? C'est se rapprocher de l'élément gagné à la berbérité pour le rapprocher de Ben Bella à partir d'un certain moment. Alors, un temps, il est venu même me voir. Il m'a dit, je suis totalement d'accord avec les idées que tu défends. Il en a dit du bien, énormément de bien. Et puis, les restrictions qu'il a apportées par la suite, il vient de vous les développer. C'est un faux. C'est un faux. Pardon, dans ce que j'ai cité, je ne considérais pas spécialement ça comme quelque chose de négatif. Il a dit au contraire, en tout cas c'est ce que j'ai compris, que le mouvement de 1949, c'était ça qui était porteur d'espoir laïque et que l'issue négative de cette crise a fait que ça a annihilé ces espoirs de combat laïque au profit, malheureusement, d'une protection religieuse. Pourquoi annihiler? C'est un mouvement naissant dans une atmosphère hostile qui ne pouvait pas ne pas avoir de très grandes difficultés, qui ne pouvait pas connaître un cheminement normal. C'est évident, il suffit un petit peu de réfléchir pour le savoir. Pourquoi peut-on dire qu'il a anéanti cette espérance? Alors bon, disons, ça peut-être, je ne sais pas si ça va... calmer le débat ou au contraire l'enflammer. Il y a récemment, on a appris des choses qui ont bouleversé un certain nombre de militants, un certain nombre de militants de la question de Berbère, c'est les positions d'Abban al-Man, notamment. Et Abban al-Man a, semble-t-il, bon d'abord il y a un document qui est connu, un document écrit, et qui est signé de sa main, comme de celle de Kerim al-Qassem, comme celle d'Ouamran, etc., qui condamne à mort tous ceux qui ne sont pas dans les FLN, donc en particulier les berbéristes, les communistes, etc. Donc ce texte est connu. Il y a des révélations qui sont plus précises que cela, en particulier des déclarations d'Avonnour, mais pas seulement. Disons que Abban est impliqué dans la mort de Wali Ben Ali, précisément. Et moi, ce que m'avait dit
à l'époque, bon, je peux le dire maintenant, puisqu'il en a lui-même parlé dans la presse et que c'est public, dans les années 82, il m'a dit effectivement que Aban lui a dit de rester tranquille et que toi-même tu étais un peu dans le collimateur et qu'il fallait donc ne pas prendre trop d'initiatives. Alors, il y a quelque chose qui est un peu qui pose problème avec Aban, c'est que d'autres m'ont dit que Saïd Dakhli, qui est connu comme berbériste, a été recruté par Aban avec qui il a travaillé. Donc il ne semble pas qu'Aban ait fait montre d'une suspicion au moins, en tout cas systématique, vis-à-vis de ce clan-là. Alors je ne sais pas si tu as davantage d'informations par rapport à ça. Enfin, sur ce point précis, s'il l'a recruté, je ne sais pas si c'est lui qui l'a recruté ou pas, c'est parce qu'il ne connaissait pas quelles étaient ses idées. À Ban Amran, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un partisan de l'Algérie arabe. Un partisan total de l'Algérie arabe. On a essayé par la suite de dire que il considérait que ce n'était pas le moment. Non, c'est un partisan total de l'Algérie arabe. Et l'homme avec qui il s'est trouvé pour travailler, c'est le premier président de la République ou le président du Conseil, comme il s'appelle, le pharmacien de Blida. Ben Khaddam, c'est un homme sournois, mauvais, mais partisan à mort, partisan de l'Algérie arabe et ennemi de la berbérité à mort. Et ils ont vécu ensemble pendant la période difficile de la lutte contre le colonialisme français. Alors maintenant, il faut voir des choses ensemble déjà, je crois. Je ne sais pas, ils étaient à Blida, il lui-même a fait des études à Blida, peut-être que ça a continué simplement. En tous les cas, pendant la crise berbère, il a condamné la crise berbère, il a dit des choses qui sont inexactes en ce qui concerne l'AIMH d'ailleurs, mais enfin passons. Maintenant, il faut voir les choses comme elles doivent être vues. Il y a la lutte contre le colonialisme français. Dans la lutte contre le colonialisme français, la personnalité centrale, c'est incontestablement à Ban Amran. C'est la personnalité centrale, et de ce point de vue, dans cette lutte contre le colonialisme français, on ne peut pas nier l'apport de Aban, et on ne peut pas nier le fait que c'est un héros. C'est un héros national incontestablement. Et j'ai fait une conférence à l'Arba Nathireten, une conférence qui a été présidée par le maire de l'Arba, puis le maire d'un conglomérat où il y a également Arous. J'ai tenu à lui rendre hommage. Maintenant, il y a l'envers de la médaille. Il est contre le colonialisme français, ce qui est positif, mais il est également partisan de l'Algérie arabe. Tout ce qui a été fait en faveur de l'arabisme, incontestablement, on ne peut pas le nier. Alors, on vous a parlé d'un document qui a été révélé, enfin, dans un ouvrage, un peu ce pharmacien de Blida, dans un ouvrage de... Non, c'est ça, Louachi qui l'a d'abord publié. Ah bon. Bon. Mais au départ, il avait donné des instructions, ici même en France, contre les berbéristes et particulièrement contre moi. Ça ne veut pas dire que je lui en veux personnellement. Hein. Je peux vous dire ce que je pense, par exemple, mon attitude vis-à-vis de Kélim, et pourtant, Kélim a joué un rôle fondamental dans l'apport de Aban, enfin, pratiquement. Où j'en étais, je m'excuse, mon âge, où j'en étais. Ah oui, en ce qui concerne le document. Avant ce document-là, des ordres ont été donnés pour éliminer les berbéristes. Et certains berbéristes ont été déjà éliminés. On parle de Siwali, parce que c'est une personnalité importante. On parle de Amar al-Hamouda, parce que c'est une personnalité importante. On parle également de Mbakait Menglez. C'était quelqu'un, moi je l'ai découvert davantage en faisant une conférence pour son propre village. C'est quelqu'un qui est également important. Mais on oublie de parler des dizaines de ceux qui sont partis de France pour aller combattre le colonialisme français et qui ont été également assassinés, surtout à l'époque de Mohamed Saïd. Et c'est les partisans de l'Algérie algérienne de là-bas. C'est également la même chose. Ils ont été également assassinés. Enfin, on parle des grands symboles, mais il ne faut pas oublier les autres. Dès le départ, l'ordre a été donné par Aban d'éliminer les berbéristes.
Non, je voudrais juste préciser ce point. Donc, cette lettre, elle est effectivement, elle a été faite en 1956, lors de du congrès de la Soumam, absolument. Et donc, elle a été signée par tous les chefs qui étaient présents là-bas. Maintenant, tu viens de dire qu'un ban s'est opposé en 1949 à vous, c'est ça, non? Ou alors j'ai pas bien compris. Non. Parce que là, je ne connais il pas. était hostile, il était hostile. Oui, voilà. Des gens lui ont Est-ce qu'on posé des connaît questions. voilà. Des gens lui ont posé des questions à propos de la crise de 49. Oui. Il a condamné la crise de 49 et il a dit des choses qui sont inexactes pour se faire valoir également. Il a dit des choses qui sont inexactes, concernant Daïmech notamment, qui sont absolument inexactes. Maintenant, encore une fois, je reviens sur une chose. Comme homme politique qui a lutté contre le colonialisme français, c'est la personnalité dominante et c'est un héros. Mais pour nous, ce n'est qu'une étape. Parce qu'en même temps, il a préparé l'Algérie de demain à ce qu'elle soit arabe, avec tous les autres. Avec tous les autres. C'est pour nous une étape. Nous connaissons deux étapes. La lutte contre le colonialisme français et maintenant la lutte contre le néocolonialisme arabe. Ce n'est pas simplement un problème d'identité, c'est un problème de libération nationale. Un problème de libération nationale. Un problème de libération nationale qui englobe l'identité, la culture, les langues. Alors on a parlé souvent de nation. Je voudrais apporter une petite précision sur ce point. On dit que l'Algérie, du point de vue national, est une et indivisible. C'est inexact. C'est inexact. En Algérie, il y a deux communautés nationales. Deux communautés nationales. Il y a la communauté berbère-berbérophone et la communauté berbère-arabophone. Il y a deux communautés. On ne peut pas dire que l'Algérie est une et indivisible. Du point de vue national, il y a deux communautés nationales, il y a deux nations. La langue, c'est un des éléments caractéristiques d'une nation. Et il suffit, c'est une des caractéristiques fondamentales, pour distinguer une communauté nationale d'une autre. Et si cela est vrai à l'échelle mondiale, comment voulez-vous qu'elle ne soit pas également à l'échelle algérienne? Il y a la communauté berbère, la communauté berbère arabophone. Maintenant, je parle, là j'apporte une petite précision, de communauté berbère, berbérophone et de communauté berbère. Il n'y a pas d'arabe en Afrique du Nord. Il n'y a pas d'arabe en Algérie. Il n'y a que des berbères. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur. Ils sont assez nombreux. Il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Romains, il y a eu les Vandales, il y a eu les Arabes, il y a eu les Turcs. Numériquement, ils n'étaient pas très importants. Il y a un certain nombre de spécialistes en la matière, d'historiens français en la matière, qui ont évalué le tout, tous ces éléments qui sont venus de l'extérieur, à 5% de la population. Et vous savez fort bien que les gens qui viennent de l'extérieur et qui sont minoritaires, sur une terre autre que la leur, à partir d'un certain moment, il y a un mélange qui se fait. Un mélange qui se fait de manière biologique. Une assimilation donc biologique. Et il y a une assimilation culturelle également. C'est un phénomène que vous devez connaître vous-même ici en France avec vos enfants. Vous avez certainement des enfants qui sont déjà à moitié français culturellement et même identitairement. Un de mes amis a demandé en ma présence à son fils, qu'est-ce que tu as dit, parlant de ça, qu'est-ce que tu as dit à ta maîtresse? Il m'a dit, je suis français et kabyle. Bon, vous voyez, déjà l'assimilation qui se fait à la deuxième, à la troisième génération, c'est fini. En tous les cas, à partir du XVe siècle et même la fin du XIVe siècle, on ne peut plus dire que les éléments qui sont venus de l'extérieur ont gardé leur communauté, ils ont été dispersés, très largement dispersés, surtout, bon Dieu, encore je vais l'oublier, le fameux Al-Mohar, comment il s'appelle, Abdelmomen. Ils ont été une bataille très violente qui les a anéantis du côté de Sétif, et après la bataille, pour qu'ils ne constituent plus une menace, il les a dispersés à travers l'Afrique du Nord entière. Et en les dispersant, ils se fondent dans le creuset berbère. Comme vous, vos enfants vont se fondre dans le creuset français. Les nations, c'est comme ça qu'elles se fondent. C'est comme ça que... Il n'y a pas d'arabe en Algérie.
J'ai accordé une interview lorsque j'étais rentré en Algérie pour la première fois. Eh bien, je vous assure que ça a énormément porté. Ça a porté chez l'élément berbérophone et chez l'élément arabophone. Il m'a été donné de rencontrer comme ça par hasard un certain nombre d'intellectuels. Ah, c'est vous, Rachid Dalia, c'est vous qui avez dit il n'y a pas d'arabe en Algérie. Mais vous avez tout à fait raison, c'est cela. Et cette idée est en train de faire du chemin. Alors, il faut partir de cette idée. Il n'y a pas d'arabe en Afrique du Nord. Il n'y a que des berbères qui, un certain temps, ont été tous victimes de l'aliénation nationale et la religion manipulée par la dynastie omeyyade, a joué un rôle très important dans le passé, à l'époque du prophète. C'est une question que je connais parfaitement. En lisant mes ouvrages, vous allez certainement les trouver. On faisait la différence entre les Arabes, c'est-à-dire l'Arabie, et puis les étrangers. On faisait une différence. Avec la dynastie omeyyade, d'une part, le Coran a été traduit dans la langue arabe classique, qui a été créé petit à petit avec l'aide des Syriens, a été créé petit à petit, des Damascènes, et ils ont arabisé l'islam de telle sorte que, en étant musulman, on devient automatiquement arabe. C'est devenu un instrument de colonisation. La religion est devenue un instrument de colonisation. Pénétré d'arabisme. Voilà ce qui s'est produit, finalement, à l'inverse de ce qui s'est passé dans la Perse, dans l'immense majorité des musulmans. L'immense majorité des musulmans, eh bien, dans les pays dits arabes, on s'est considéré comme arabe, on était victime d'aliénation nationale. On a été victime. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas des hindous, des pakistanais, ce n'est pas le cas des Afghans, ce n'est pas le cas des Iraniens, ce n'est pas le cas de la région du Caucase, en fait, des Indonésiens. Autrement dit, l'immense majorité des musulmans ne sont pas arabes. Cette idée d'islam arabisé n'a pas pénétré chez eux, et chez nous, elle a pénétré. Et les Kabyles, pendant notre temps, parce que on m'a souvent posé la question suivante: comment se fait-il que vous n'avez pas réagi pendant la guerre? Mais l'idée arabe a dominé les esprits. Il a dominé les esprits. Encore une fois, nous étions victimes de l'aliénation nationale. Nous étions une petite minorité, réduite par assassinat. Et malheureusement, je suis l'un des survivants et j'essaie de porter la voix de ceux qui sont morts. Je voudrais juste revenir sur un point qui est à la fois lié à cette question culturelle arabe et aussi de la religion, et pour revenir également à Arben, c'est la plateforme de la Soumam, qui est quand même un texte qui interpelle au jour d'aujourd'hui par rapport à la place de la religion dans la plateforme de la Soumam. Elle est explicitement mise de côté en disant qu'il ne s'agit pas d'un mouvement religieux, mais d'une lutte pour une instauration d'une république démocratique et pas d'une lutte pour une théocratie révolue. Voilà, c'est exactement la formule qui est utilisée dans la plateforme. La dimension arabe également ne me paraît pas très au niveau culturel très forte. C'est vrai que le mot berbère ne figure pas dans la plateforme de la Soumam, il est évoqué de manière négative une seule fois, de manière allusive. Mais ce n'est pas un texte que j'appellerais franchement arabiste. Et en tout cas, quelqu'un comme Fethi Dib, qui est le chef des services égyptiens, a qualifié ce texte de plaie dans la nation arabe. Donc on ne peut pas dire quand même... alors c'est pour ça que personnellement j'ai quelques interrogations concernant Arben. Oui, alors je m'explique. Vous savez, dans la vie politique, il faut faire attention dans la vie politique. La vie politique est faite de lenteur. La plupart des politiciens, vous savez, je me permets de vous dire que j'ai un immense mépris pour les politiciens. La politique, c'est une grande chose. Les politiciens, c'est des médiocres. Pour la plupart, en France et partout ailleurs, c'est exceptionnel, certaines personnalités d'élite s'affirment. La France a eu un De Gaulle, elle a eu, comment s'appelle celui qui buvait du lait là, Mendès France, qui était une personnalité importante, des personnalités qui sont intègres. Il y a un Churchill à une période déterminée qui est une personnalité certainement importante. Mais il ne buvait pas de lait, lui. Mais la plupart, c'est des faux. La plupart, c'est des faux. Alors, en politique, ne tenez jamais compte des déclarations des uns et des autres, des écrits des uns et des autres.
Il faut regarder ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a de sûr, ce qui est incontestable. C'est que la lutte contre le colonialisme français a été menée partout en Algérie, également en Kabylie, j'ai tendance à dire, surtout en Kabylie, au nom de l'Algérie arabo-musulmane. Il y a ces propos, ces écrits, ces découvertures à l'adresse du monde extérieur. À l'époque, il y avait également des Français, c'est une manière de leur dire on ne vous rejette pas cette idée-là, on a voulu se montrer démocrate, mais quant au fond, ce n'est pas cela. Quant au fond, c'est l'arabisme, c'est le panarabisme, c'est l'arabo-islamisme, incontestablement. Alors qu'on ne vienne pas nous dire, que ces écrits ont été la base fondamentale de la lutte contre le colonialisme français, c'est absolument faux. Encore une fois, ce n'est qu'une couverture. Oui, alors comme le temps tourne vraiment et on ne s'en rend pas compte, on a encore à peu près une vingtaine de minutes. Donc je vais vous passer la parole. Mais j'ai préparé toute une batterie de questions, j'en ai placé aucune. Mais je vais quand même poser une petite question. Je suis bavard. Eh bien, il y a une amie qui fréquente des intellectuels de gauche, qui a demandé à me voir. De Michelet. Je voudrais te voir. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom encore une fois. Harbi va changer de position. Il va dire qu'il n'est pas d'accord avec Ben Bella. Je dis qu'est-ce qu'il permet de dire? Il me dit il y a des pressions fortes, très fortes, de la part des intellectuels de gauche qui s'exercent sur lui. Ils lui ont dit bon, mais ce Ben Bella, c'est un fondamentaliste. Il préfère d'ailleurs ce mot fondamentaliste. C'est un islamiste incontestablement. On ne comprend pas que tu le défendes comme tu l'as défendu. Il a résisté un temps, mais à partir d'un certain moment, la pression était irrésistible. Il ne faut pas oublier que s'il a enseigné en France, s'il a eu des soutiens en France, c'est parce que les éléments extrémistes de gauche l'avaient énormément soutenu. Et donc, extérieurement, je dis encore une fois, extérieurement, il a rompu avec Ben Bella, mais c'est un berbériste. C'est un benbelliste de tout. Excusez-moi. Bon, alors là, il nous reste qu'un quart d'heure. Excusez-moi lapsus. Donc je vais poser ma petite question là, puis je vais donner la parole en vous demandant d'être bref. Alors ma question, elle était toute simple, c'est pourquoi vous êtes opposé à la lutte armée en 63 Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Oui, il y avait un certain nombre de rumeurs qui m'étaient parvenues. Ben, je ne voulais pas y croire dans un premier temps. Et puis, on avait transféré les restes d'un de mes amis, j'ai oublié encore ça, un militant d'une valeur exceptionnelle, c'est lui qui a fait fuir à la rue Ordener, d'une valeur exceptionnelle, courageux, un orateur extraordinaire. Il était mort ici en France, il a été enterré. On a ramené ses restes là-bas en Algérie. Et puis il y avait un certain nombre d'amis qui s'étaient rapprochés de moi et qui m'ont dit on veut te voir. J'ai dit ben, on peut se voir. Mais j'étais avec d'autres amis, c'était des amis, on était tous berbéristes à l'époque. Et puis je dis bon, tout à l'heure on va se voir. Et puis bon, j'ai quitté ces amis-là, je suis venu. Il m'a dit mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit les autres? Je dis on a discuté amicalement, le souvenir du passé, un point c'est tout. Et il m'a dit, mais attention, ils ont suivi la voie de Ben Bella. Je dis, tu es sûr? Enfin, passons. Nous allons nous engager dans une insurrection. Nous sommes en train de la préparer, ça ne va pas tarder. C'est surtout Simon Dankra qui était le principal, parce que c'était un ami intime. Et Simon Dankra, si je suis encore en vie, c'est également lui qui m'a sauvé. On l'appelait le ministre de la Justice, et lui, pendant un certain temps, qui prenait les décisions, y compris de mort. Il m'a couvert. Y compris vers la fin de la guerre où quelqu'un, le responsable de la fédération de Paris, a pris la décision de me tuer. Et il y a eu des problèmes importants. Enfin, passons. Et c'est lui qui m'a prévenu, qui a aidé à neutraliser cette opération. Inès, tu dois absolument être avec nous. Non, je ne serai pas avec vous. C'est ce que vous avez réfléchi. Alors, je ne sais pas quelles sont vos convictions, mais enfin, je tiens à être net. Je dis, qui c'est qui est Taret? Il me dit, je dis, est-ce que vous connaissez Taret? Je dis, on ne partage pas nos idées.
Et s'il s'engage dans l'action, c'est pour des raisons personnelles, des raisons d'ambition personnelle, il n'y a absolument rien d'autre. Et puis l'échec est inévitable. La guerre a duré 7 ans. Elle a été supportée essentiellement par les Kabyles et les Chaouis. Les Kabyles et les Chaouis sont fatigués. Les autres, à supposer qu'il y en ait, petit à petit, lorsque la lutte deviendra dure, ils vont se retirer de l'action. Il ne restera que les Kabyles. Et ça ne sera pas tous les Kabyles, parce que les Kabyles sont fatigués. Ils ont déjà un genou à terre. En plus de cela, la guerre est terminée dans des conditions lamentables. Ils s'attendaient à quelque chose de lumineux qui allait arriver après la victoire contre le colonialisme français. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est la guerre des chefs. C'est la lutte des uns contre les autres, et une lutte à mort. Je lui ai dit, les gens sont désillusionnés. Les hommes de leur foi. Comment veux-tu que l'on puisse soutenir une lutte contre des forces fraîches de l'extérieur qui sont rejoints par des gens qui n'ont pas participé à la lutte, qui veulent se faire valoir au dernier moment? Comment veux-tu lutter contre ces gens-là? On perdra inévitablement. C'était mon argumentation. Il m'a dit ceci, il m'a dit, écoute, de toutes les manières, je tiens à rester en contact avec toi, et je tiens à ce que, à titre personnel, tu me sois utile. Je dis, tu le sais bien, tout ce que je peux faire pour toi et des amis à toi, je le ferai. Et c'est exactement ce qui s'est effectivement produit. Mais lorsque la guerre était engagée, que j'ai vu ce qui se passait en Kabylie, je me suis dit que je n'ai pas le droit de rester en dehors. La Kabylie est à feu et à sang. Les survivants de la guerre de libération, on est en train de les assassiner. On est en train de détruire le pays, la mort dans l'âme. J'ai soutenu. J'ai soutenu en émettant des réserves. Je les fais connaître publiquement, et les réserves, je les fais connaître également. Et vers la fin du reste, on a cherché à me voir. Je ne crois pas que ce soit important, ça ne fait pas partie de la question. Mais enfin, voilà les raisons pour lesquelles j'ai refusé, j'ai déconseillé l'insurrection, et voilà la raison pour laquelle je me suis trouvé avec eux à partir d'un certain moment. D'accord, merci. Alors, je vais faire circuler le micro. Je vous demanderai, je sais qu'il y aura beaucoup de questions, alors je vous demanderai d'être bref et de poser, si possible, des questions, hein, pas faire des réponses. Voilà, d'être bref. On va prendre le maximum de questions, puis... Je voudrais développer un thème maintenant tout à l'heure, hein, qui concerne Alger. Oui. Oui. Alors. Voilà, merci M. Rachid Alihia d'être venu alors que vous étiez souffrant il y a quelques jours. Hier et avant-hier. Hier même. Et aujourd'hui, je vous assure que ça coulait. Hein. J'ai été voir la pharmacienne qui m'a un petit peu requinqué, mais je me collais dans les périodes de combat. Mais tout à l'heure, vous allez voir, je vais m'effondrer. Ah non, pour l'instant, vous n'êtes pas effondré du tout. Et merci aussi pour cette force de conviction qui se dégage de vos propos, ce témoignage profond, cette intégrité. Vous parlez en français, mais on sent le souffle kabyle derrière ce français que vous parliez. Et quand vous évoquez des prénoms de Azri ou de quelqu'un d'autre, on revoit l'accent kabyle revenir, comme sur les palimpsestes derrière une langue, il y a toujours l'autre langue. Je voudrais vous poser, pour ne pas faire d'anachronisme, merci à la Providence de vous avoir gardé vivant pour que vous puissiez témoigner aujourd'hui. On aurait aimé que la plupart des acteurs du passé, au lieu de continuer à faire de la politique politicienne, on aurait aimé qu'ils écrivent leur mémoire et qu'ils dégagent la scène et qu'ils nous disent ce qui s'est vraiment passé pour qu'on ne commette pas des anachronismes. Donc là, c'est par rapport à l'arabisme qui dominait à l'époque les Kabyles et l'élite kabyle. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ben, aujourd'hui, la plupart de vos propos au niveau d'une certaine élite kabyle font consensus, je crois, par rapport aux Arabes, la culturation, la nation. À l'époque, ce n'était pas le cas, et jusqu'à encore aujourd'hui. Juste pour dire que cet arabisme, il se nourrit à 3 sources. Il me semble qu'il y a le jacobinisme français. C'est comme si, quand on demandait à quelqu'un la culture kabyle, etc., il dit alors les Bretons, ils demandent leur, etc., et les Occitans et compagnie. Donc, tout se passe comme si la France, c'était la Oumma,
et que le kabyle était un breton. Et donc c'était nul et non avenu. Vous avez parlé de la nation, comment elle se construit, mais en France, c'est l'État qui a construit la nation, sauf que la langue française est quand même locale, puisque c'est le français qui est devenu imposé, évidemment, par la force. Et donc je crois que les intellectuels kabyles de l'époque ont quand même bu à la mamelle, de la France, à cette république une indivisible, et qu'ils l'ont projetée sur le modèle arabe. Il y a l'arabisme, la construction de l'arabisme par les chrétiens notamment. Donc je ne sais pas s'il y avait des liens entre les chrétiens, des minorités de l'Afrique, du Moyen-Orient et puis les Kabyles. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de lien au niveau de... Vous avez parlé de Cheikh Al-Islam, etc. Je veux parler des minorités et comment elles se définissaient. Mais elles ont construit ce concept de l'arabisme précisément pour dire il n'y a pas des chrétiens et des musulmans, il y a des arabes. Donc la notion d'arabe, bien sûr, ils l'ont construite en tant qu'entité culturelle et pas biologique. Je ne sais pas s'il pose une question ou il fait une conférence. Non, c'est juste pour... Il reste 2 minutes là. Non, il va juste me répondre. C'est pas vous qui faites la conférence, M. Je termine. Tout ça, on ne le sait pas, tout ça? Non, c'est pour que Rachid Alehia réponde à ça. Posez des questions à monsieur qui... C'est des questions. Mais ça fait un quart d'heure que vous parlez. Non, pas un quart d'heure, quelques minutes. Donc, et puis... C'est pas ça une question. Il y a les Arabes des Kabyles, l'arabité des Kabyles. Est-ce que vous auriez eu la force à l'époque de convaincre la masse kabyle qui se considérait comme arabe, et quel type d'arabité ils avaient? Voilà, tout ça, c'est des questions en fait. Oui, en fait, on va prendre plusieurs questions comme ça, on va pouvoir... alors, je vous demanderai vraiment de poser des questions. Bonjour. Bonjour monsieur, Hamou Akaz de la famille des médiocres politiciens, adjoint au maire de Paris. Je vous ai écouté, je suis arrivé en retard avec beaucoup d'attention, et je voudrais juste savoir, au fond j'ai l'impression que vous n'avez cessé de vous heurter à des murs. Est-ce que dans l'avenir vous pensez qu'il y a une issue pour les Berbères et plus généralement pour l'Algérie? C'est un exemple de question... Alors, pas beaucoup de salutations, des questions rapides. Premièrement, y avait-il un contact avec Mohamed Edir Ait Amran qui a écrit l'hymne Keramiss Mazir? Deuxièmement, des contacts avec des berbéristes marocains m'ont dit que la même influence et la même fascination exercée par Chakib Arslan sur les Algériens avait le même effet sur les berbères marocains. Et concernant l'Algérie, il y a eu l'ajout de l'admiration de Jabal Abdel Nasser, donc ça a fait exploser les choses. Troisièmement, y avait-il un clivage Aqbaili-Amravod pour ce qui est de la berbérité, pour ce qui est de l'arabisme, le soutien de l'arabisme et l'hostilité à la berbérité? Pour quelqu'un comme moi qui est né après l'indépendance, tout ce qui est islam, arabisme au niveau des gouvernements, que ce soit Mouloud Qasmi Qassem, Abdelrahman Chiban, Kharoubi, tout cela relève des marabouts. Alors pardon, il doit y avoir des marabouts ici dans la salle, mais je pose la question parce que, voilà. Je crois que ma mémoire est défaillante. Déjà comme ça, je pense que c'est beaucoup. Alors vous avez parlé de chrétiens arabes. Vous savez, l'idée de la renaissance de l'arabisme, c'est le fait des chrétiens. Pendant un certain temps, les éléments les plus évolués du Moyen-Orient, c'était précisément des chrétiens. Alors, il va certainement me faire penser à l'homme auquel je pense, qui a été le fondateur de l'arabisme et du panarabisme et du baptisme. Michel Aflaq est un chrétien. On a dit que par la suite, il est devenu musulman. Il aurait été même dénoncé par son fils, ou son fils a désavoué. Mais enfin, initialement, il était chrétien, incontestablement chrétien. Maintenant, cette tendance-là, sans être hostile à l'islam, se réclamait effectivement de la laïcité, mais c'était incontestablement des Arabes, des Panarabes, des Arabes et des Panarabes. C'était le panarabisme. C'est le baptiste par la suite qui s'est développé. Donc, le maître à penser, c'était Michel Aflaq. C'était un homme qui était du reste respecté. Et par la suite, ce sont les autres. Et vous les connaissez, tous ces dictateurs sanglants
qui occupaient la scène en Syrie, occupaient la scène en Irak et partout ailleurs. Ce sont des gens qui sont plutôt des musulmans. Mais à partir d'un certain moment, et ça a commencé surtout, avec la dislocation de l'Empire turc, les Français et les Anglais, pour anéantir l'Empire turc, ont inoculé, enfin ont avancé cette notion d'arabo-islamisme pour les distinguer des Turcs. Les Turcs ne sont pas des Arabes, et du reste ils le disent. À partir d'un certain moment, ils ne se réclament du reste plus de l'islam. Alors, l'arabo-islamisme est né surtout à partir de ce moment-là, à l'initiative surtout, mais c'était une pensée qui existait quand même déjà, à l'initiative surtout des colonialistes anglais et des colonialistes français. Et ça s'est développé par la suite. Le Mufti de Jérusalem, je crois que vous le connaissez, c'était même quelqu'un qui a collaboré avec Hitler. Shakib Arslan, son influence en Afrique du Nord est une influence qui est très très grande. C'était l'arabisme et le panarabisme qui s'est développé, qui est rentré. Mais déjà, quand même, on se considérait comme arabe. Il y a certains éléments pour se dédouaner, certains responsables politiques algériens, pour se dédouaner. C'est le cas, mais j'ai oublié son nom. Il est de Blida. Il est mort, il est tombé d'une échelle c'était un adversaire. Pendant 49, un adversaire. M'accusant, il a dit tu es un traître, tu as trahi Messali. Tu as trahi Messali. C'était un partisan de l'Algérie. Il faisait tout pour ne pas montrer qu'il était catholique. Je pensais qu'il était franchement arabe. Ce n'est que plus tard que j'ai appris, bien après la guerre, lorsque ces idées ont commencé à se développer, à s'affirmer, qu'il a reconnu qu'il était kabyle. Et puis les gens de chez lui, qui le connaissent, ont dit qu'il était kabyle. Évidemment, il a rendu responsable Shakib Arslan. C'est Shakib Arslan qui est responsable. En réalité, il faut regarder les choses comme elles sont. Ils sont tous victimes de l'aliénation nationale. J'insiste beaucoup sur ce cas. En ce qui nous concerne les Kabyles, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été, après un périple, mais alors on a dû faire 100 km avec Ammar al-Hamouda, je les ai informés. On a échoué chez lui. C'était 10h30 ou 11h de la nuit, 23h, 22h, 23h. Bon, tout le monde dormait dans le village. Et je lui ai dit, écoute, tu as des enfants, tu vas passer la nuit avec tes enfants. Moi, j'irai ailleurs parce qu'il était question, c'est un asile. Quelque part, là, c'est un cadre réel, tu vas me rejoindre le lendemain. Il n'a pas voulu, il a refusé catégoriquement. Je me suis disputé avec lui, mais il n'a pas voulu me laisser. Et il y a son frère, Salah. Salah, c'est parmi vous, on le connaît. Il est devenu un berbériste, il faut voir, d'ailleurs, évoluer par la suite. Hein. Alors on discutait entre nous. Il avait 15 à 16 ans. Il est trop loin d'Ikhda. Alors, lorsque vous tenez des discours à la population, vous parlez de l'islam, même si vous ne parlez pas d'arabe, vous parlez de l'islam, mais à l'époque c'était la confusion. Tout le coup, et puis en réalité, on n'était pas si religieux que ça aussi. On n'était pas si religieux que ça. Bon, le frère d'Ammar, c'est dire qui adorait son frère. Qui adorait son frère, jusqu'où vont les choses. Et il nous a accusés tous les deux d'Irda. L'arabisme a pénétré les cœurs et les esprits. Ce qui fait qu'on ne peut pas, le berbérisme naissant, retourner la situation. Ça demandait du temps. C'est tout un processus historique. Et c'est en train de se développer. Alors, je réponds à la question qui m'a été posée. Vous savez, si je n'étais pas certain que les idées allaient l'emporter, je ne me serais pas engagé dans cette lutte. Personnellement, je peux m'engager et faire le fou. Mais déjà, avec ma famille, je dois faire attention. Mais engager tout un peuple dans une lutte, c'est grave. Si je n'ai pas la conviction profonde que la berbérité allait l'emporter et en Algérie et en Afrique du Nord, je n'aurais pas dit. Alors c'est là qu'il faut regarder les choses. Je vous demande de transcender les problèmes. Il faut aller au fond des choses.
Il faut regarder l'histoire des peuples, surtout des peuples les plus avancés. C'était la chrétienté au Moyen-Âge. La chrétienté, on n'était pas anglais avant tout, on n'était pas français avant tout, on était chrétien. En Angleterre, ça a commencé. Alors, le nom du roi, je l'ai oublié, mais comme Shakespeare, je ne l'oublierai pas. Du temps de Shakespeare, eh bien, il y a eu un tournant qui a été pris. Déjà, on parlait de l'Angleterre. Et vous savez ce qu'a fait le roi de l'époque, il a rompu même, à cause d'une question familiale, il a même rompu avec le pape. C'est là qu'est né l'anglicanisme. C'est là qu'est né l'anglicanisme. Vous voyez, il y a un tournant qui a été. Nous sommes encore dans cette période. Et elle est cultivée par les hommes au pouvoir. Et nos intellectuels ne sont pas à la hauteur de la situation. Il faut le dire, il faut le dire. Certes, ils ne constituaient pas une force au départ. Et puis le pouvoir a des moyens qui sont énormes. Des moyens qui sont la violence, l'intimidation, la pression, la corruption maintenant. C'est devenu un instrument de gouvernement. Déjà, Boumedienne considérait la corruption comme un instrument de gouvernement. Maintenant, c'est vraiment l'un des instruments les plus importants du pouvoir en Algérie. Nous avons du retard. Mais ces idées arabo-islamistes, avec le temps, au fur et à mesure que l'on s'émancipera de la pensée moyenâgeuse, imprégnée d'islamisme et d'arabisme, d'arabo-islamisme, c'est une image inévitable, comme tous les peuples l'ont connu, eh bien, l'idée de nation, dans sa conception véritable, finira par s'affirmer. Et déjà, le processus est quand même engagé. Parmi les éléments arabophones, il y a certains éléments qui maintenant adhèrent à l'idée de berbérité. Ce n'est qu'un début, mais un début quand même encourageant. Inévitablement, on se retrouvera sur les bases que nous avons définies. L'Algérie sera berbère, elle sera berbère inévitablement. C'est la loi de l'histoire. On va devoir arrêter parce que là, on est vraiment dans le format. Oui, je vais vous donner. Malheureusement, on a un format de 80 minutes parce que c'est retransmis par Internet, là. Donc, je ne peux pas dépasser. Je suis désolé, j'aurais bien voulu qu'on ait plus de temps, c'est passionnant, mais malheureusement, je vais donner la parole à Rachid Ali Yahya pour qu'il conclue. Et puis, pour les gens qui ont envie de continuer à discuter avec lui, là, il va signer ses livres et puis vous pouvez continuer à lui poser des questions si vous voulez. Voilà. Alors, le point sur lequel je voudrais dire quelques mots, je considère cela comme étant important. En Algérie, il y a des régions franchement arabophones et des régions plus ou moins franchement berbérophones. Mais il y a des régions qui sont mixtes. C'est le cas d'Alger, c'est le cas de Sétif, c'est le cas de Constantine, c'est le cas d'un certain nombre de cités importantes. Par exemple, à Alger, une grande moitié des habitants de Constantine sont d'origine kabyle. Ce sont des berbères. Dire qu'ils sont tous berbérophones, c'est peut-être excessif, mais ils ont une sympathie berbère, incontestablement. Nous devons d'ores et déjà, il ne faut pas nous limiter à la Kabylie, ni aux oreilles, encore que je considère qu'il faut tisser des liens étroits avec tous les berbérophones, bien sûr, et surtout avec les Chaouis. Ils sont en train de s'éveiller. Mais maintenant, dans la capitale, par exemple, c'est sur ce point que je voudrais insister. Il faut d'ores et déjà lancer un certain nombre de mots d'ordre. Il y a 2 années, lorsque je suis rentré en Algérie, dans El Mouradia, j'habite au Golfe, El Mouradia, tout le monde parlait l'arabe. J'ai dit au frère d'un de mes amis qui était médecin, je dis, mais ils sont tous arabophones ici. Il dit, à 85 ou 90, il m'a même dit, 95% c'est des berbérophones. Mais ça parlait l'arabe. J'ai même créé un certain nombre d'incidents volontairement. Je crois que vous voyez un petit peu quel est mon caractère. Et cette année, je suis retourné. Une évolution s'est faite. Les gens sont de plus en plus nombreux à parler le berbère et à affirmer leur berbérité. C'est en train de se développer, c'est en train de s'approfondir. Il faut aider à cela de différentes manières, par des chansons, par des meetings, etc. Il faut aider de différentes manières. Il y a un point. Évidemment,
cette revendication dont je vais parler, c'est une revendication qui n'est pas de réalisation immédiate, mais enfin, ça peut aider à nous guider. Il faut d'ores et déjà demander la moitié des écoles dans la capitale, la moitié des écoles, soit l'enseignement dans la moitié des écoles soit fait en berbère et l'autre moitié en arabe algérien. Évidemment, tout cela, encore une fois, n'est pas d'actualité, mais ça peut servir de guide aux gens. Il faut l'affirmer dès maintenant, et ça aidera à des prises de conscience, à la fois chez l'élément berbérophone et chez l'élément arabophone également. C'était surtout sur ce point. N'oublions pas Alger. À la montagne, on peut faire des choses qui peuvent être ignorées. Dans Alger, on ne peut pas les ignorer. Intéressons-nous à Alger et affirmons dès maintenant notre berbérité à Alger, y compris par l'enseignement. Merci. Tu veux dire deux mots là? Non, on regrette que l'échange soit aussi bref. Il y a des tas de questions qui ont été posées dans la salle et on a encore beaucoup d'autres qui sont malheureusement sans réponse. Ou alors il y aura des réponses tout à l'heure, hein, parce que là on va continuer à discuter quand même, on va pas se contenter de prendre un verre. Alors merci beaucoup à Rachid Ali Yahya, merci à Hamd Saadi et merci à vous. À la prochaine. انا كي سويت شاك فوا 5 minutes je l'explique Il va